Je vous remercie d'abord de m'avoir sollicité, parce que pour moi ça évoque un certain souvenir dans lequel on m'avait lancé, et avec beaucoup de plaisir que je vais assister à votre conférence, parce qu'en fin de compte c'est surtout votre travail qui est quoi. Alors pour en revenir sur l'aspect purement historique, effectivement c'est tout à fait étonnant parce qu'il n'existait pas de réserve marine en France et en Europe. Elles étaient très rares. Il n'y en avait qu'une qui était en Italie, qui était du côté au sud de l'île d'Elbe, mais qui était une petite île, l'île de Monte Cristo ou l'île Pianosa, c'est pas très clair dans les documents que j'ai pu consulter à l'époque. Et donc il n'existait rien, à part un parc marin qui aurait existé au Danemark, mais il n'existait rien. Alors il n'existait rien, c'était donc une grande première, si je peux dire. Et l'origine, celui qui a suscité ce travail est M. Marty, qui était maire de Cerbère, qui était un plongeur émérite, et qui se désolait de voir la faune locale complètement en disparition, en voie de disparition. Et alors il m'avait demandé d'établir un projet de réserve, disons que c'est le terme qu'il a utilisé, que j'ai utilisé. C'était peut-être pas le mieux choisi parce que la notion de réserve évoque pour des terriens plutôt des réserves terrestres. Là, on est dans le domaine maritime. Alors là, on est tout à fait dans un domaine différent. Et donc, il m'avait contacté sur deux aspects. D'abord, parce qu'en tant que scientifique et océanographe enseignant ici au laboratoire Arago, j'avais accès à la documentation et à un certain nombre de travaux de mes collègues et anciens. Et puis la deuxième raison, c'était que comme j'avais des activités dans la Marine nationale, j'étais naturellement en contact avec l'administration des affaires maritimes. Alors ceci est extrêmement important, peu connu des terriens, entre guillemets, parce que la justification d'un projet de réserve, de cantonnement, dans la marine on appelle ça, il y avait un institut des pêches, dans le cadre des pêcheries, il y avait le terme de cantonnement. Les cantonnements, bon, c'est pas un joli terme, qui est en quelque sorte une sorte de réserve marine des fonds marins en général. Et ce domaine public maritime, donc comme j'étais en relation, commandais une caserne à Port-Vendre, j'étais donc en relation avec les affaires maritimes. Alors ce domaine public maritime, c'est une gestion tout à fait particulière. À l'époque, ça a un peu changé. À partir de 2006, en gros, il y a eu de nouvelles lois. D'abord, l'apparition du ministère de l'Environnement, qui était en voie de création à l'époque, le Premier ministre ayant été M. Poujade. Donc on est là dans les années 1970. Donc ce domaine public maritime qui s'étend, à l'époque, les règlements étaient datés en quelque sorte de l'ordre d'une ordonnance royale de 1681 de dite de Colbert, et qui gère la gestion du domaine maritime, était sous la tutelle du ministère de la Marine. Et ici, dans notre secteur, le dépendant donc, toute activité marine, qu'elle soit professionnelle ou civile, dépend des instructions qui émanent de la préfecture maritime de Toulon et des affaires maritimes, du quartier des affaires maritimes de Port-Vendre, qui dépend lui-même de deux tutelles, qui est celle de la marine marchande. Enfin, à l'époque, c'était un secrétariat à la marine marchande, et également de la marine nationale. Alors, c'est pas simple d'organiser, d'établir un projet de réserve marine, parce que dans le cadre du domaine public maritime, les seuls qui ont un droit exclusif d'exploitation du domaine marin, ce sont des pêcheurs professionnels. Les touristes, en quelque sorte, entre guillemets, ou ceux qui ont une activité à titre ludique, c'est par tolérance des prud'hommies. Il existait une prud'homie à Banout, qui existe d'ailleurs toujours, mais qui a été déplacée, qui était à la place, à l'époque, de là où est la police municipale. C'était la prud'homie de Cerbère-Banyuls, de Banyuls-Cerbère, on l'appelait.
Et donc ces prud'hommes, normalement, émettent des réglementations auxquelles toute personne doit se conformer. Ceci, c'est pour les petits métiers, le chalutage étant une activité qui n'a pas de possibilité de fréquenter la zone côtière à moins d'un 1005 et pas inférieur au fond de 50 mètres. Donc le chalutage était en principe absolument interdit, le règlement était là, et le reste, c'était des activités touristiques. Alors en 70, il n'y avait pas encore une inflation, si je peux dire, sur le plan fréquentation de la zone, encore qu'elle commençait à devenir extrêmement importante, et c'est ce qui avait alerté M. Marty, qui voulait donc sur la commune de Cerbère la création d'une réserve, d'une zone protégée. Donc je suis chargé de ce projet, j'établis un projet, vous voyez, qui ne correspond plus à la zone de Cerbère, et quand je lui ai remis ce projet à M. Marty, je lui ai fait signifier qu'il y aurait forcément un certain nombre de réglementations afférentes à la création d'une zone protégée, réserve, disons, zone protégée, et qui enclaverait Cerbère complètement enclavée. Et en plus, Cerbère est essentiellement une zone portuaire. D'où l'idée de transférer, de décaler en quelque sorte, il fallait quand même une superficie relativement sérieuse, et la transférer sur la commune de Banyuls. Mais alors à ce moment-là, ça a compliqué encore les choses, puisqu'il fallait obtenir naturellement l'autorisation de la municipalité de Banyuls. Théoriquement, non. Théoriquement, non, puisque d'après l'affaire maritime, elles sont souveraines sur le domaine et qui comprend la zone côtière. Mais disons que comme c'est quand même une commune touristique avec beaucoup d'activités de pêcheurs à la ligne, de petites personnes avec des canottes, qui emmerdent, je ne parle pas des pêcheurs professionnels. En l'occurrence, il fallait trouver une formule qui puisse satisfaire à peu près tout le monde. Donc l'idée, en quelque sorte, il était double, c'était la notion de diminution de l'effort de pêche. La notion d'effort de pêche est un terme utilisé dans les pêcheries maritimes. C'est un rendement, en quelque sorte, une exploitation, ce qu'on peut exploiter dans un milieu marin. Et donc diminution de l'effort de pêche, mais de ne pas, disons, complètement faire comme une réserve terrestre où on interdirait tout. On ne pouvait pas, puisqu'on est quand même sur une zone littorale, avec des gens qui veulent aller pêcher à la ligne, etc., ou des petits canots, etc. Donc c'est une diminution de l'effort de pêche, ça n'est pas une réserve intégrale. Ce qu'on pense souvent dans les réserves terrestres, on voit que c'est plus facile, effectivement, d'organiser une réserve intégrale. Donc il y avait un certain nombre de justificatifs. Ces justificatifs étaient de deux sortes. D'abord, l'intérêt de la zone, biologique de la zone, et ensuite, l'intérêt, le justificatif vis-à-vis des administrations. Donc il y a deux volets dans cette affaire-là. Le premier, alors il sera très vite exprimé, il y a eu déjà des conférences dans le cadre de cette région, de cette zone maritime, si le laboratoire Arago évidemment a été installé ici en 1881-82 par Henri de Lacaze-Bussier, c'est pas un hasard naturellement, c'est parce qu'on est dans un littoral avec une biodiversité qui est la plus intéressante, la plus riche, certainement, de l'ensemble de la Méditerranée. Donc, le volet, en quelque sorte, justificatif scientifique, était relativement aisé. J'étais évidemment personnellement bien placé en tant qu'enseignant au laboratoire, et une documentation, évidemment, qui est très ancienne, très complète, mais qui naturellement s'appuie sur un certain nombre de travaux très ponctuels, souvent. Un des justificatifs importants, c'était de montrer quel était le prélèvement du stock à l'échelle plus globale. Et ça, il n'y avait pas de données. Donc je suis parti sur une idée qui était de faire des sondages avec un marin local qui sortait le soir, la nuit, le matin, qui comptait les gens sur la zone. Alors j'avais pris cette zone-là, puisque donc, M. Marty avait bien vu qu'il ne pouvait pas enclaver complètement la commune de Cerbère, et donc on s'est déplacé un peu sur Banyuls, même beaucoup sur Banyuls. Et donc on a fait cette étude. Au départ, ça a été aligner les chiffres, et on s'est aperçu
Alors on comptait le nombre de gens en canotte qui pêchaient, on leur pesait, on regardait les poissons qu'ils avaient pris, ou des pêcheurs à la ligne le long du rivage, etc. Et on s'est aperçu que les mois d'été, naturellement, l'hiver c'est plus naturel, mais les mois d'été, on arrivait à des... Et puis en ce qui concerne aussi des organismes du fond. On constatait que c'était assez important. Vraiment, le poids, les prélèvements étaient très importants. La deuxième année, alors la première année, je me suis demandé personnellement si la méthode était, donc, ce qu'elle pouvait valoir, une méthode de sondage. Mais la deuxième année, c'était cohérent dans la mesure où on retrouvait à peu près des choses similaires, etc. Donc ça, c'était pas négligeable. Et ça, c'était une première, je crois, qui se faisait, s'était fait ici. Alors, l'autre aspect, c'était aussi d'emmagasiner des témoignages d'anciens de la région, de Cerbère ou de Banyuls. Naturellement, on savait que le Mérou avait complètement disparu. La nacre, qui était une espèce de grande moule géante, avait aussi disparu. Bon, il y avait beaucoup de choses. Les gorgones, il suffisait de se promener sur le port de Banyuls pour voir dans le coffre des voitures l'empilement de gorgones, etc. Et à ma stupéfaction, personnellement, mais j'avais des renseignements, notamment par le biais, encore une fois, de la Marine nationale et du sémaphore Port-Vendre, les chalutiers qui ne se gênaient pas pour venir quasiment racler leur filet sur la côte. Donc tout ça n'était pas très favorable à une protection, l'entretien de la biodiversité du milieu. Donc muni de ces éléments, naturellement, les administrations, notamment d'abord l'administrateur des affaires maritimes, qui était M. Le Belair à l'époque, Marc Le Belair, qui j'avais exposé, j'avais des relations, évidemment, des contacts assez importants avec eux, puisque eux, ils géraient ce domaine-là. Mais ils ne pouvaient pas apporter grande aide, dans la mesure où l'administration des affaires maritimes, c'est une administration qui était pauvre, les gendarmes maritimes étaient rares, et lui, il avait à surveiller du Cap Cerbère au Cap d'Agde, le quartier maritime. Vous savez que les régions maritimes, c'est des quartiers, les PV, ça veut dire Port-Vendre, c'est le quartier de Port-Vendre, mais il s'étend. Donc il ne pouvait pas apporter aucune aide valable à la surveillance et à la protection d'une zone. Ça a été assez facilement compris, effectivement, et le problème, après, il fallait avoir des moyens. Alors ces moyens, là, qui pouvait apporter les moyens? Eh bien, je pensais au ministère de l'Environnement, mais eux, ils avaient plutôt en préoccupation les domaines terrestres à l'époque, le parc de la Vanoise, etc. Port-Cros, c'était un parc naturel terrestre et non pas marin. Simplement, l'anneau marin avait été mis, mais sans étude préalable de justification, disons, de mise en réserve. C'est normal que ça soit aussi une réserve marine, cette année autour de Port-Cros. Mais les moyens, il fallait les trouver. Alors, puis il fallait convaincre aussi Banyuls. Alors, les mairies, je dis les mairies parce que j'ai connu 3 maires à Banyuls à cette époque-là, entre 71 et 74. Le travail s'est étalé de pratiquement de début 71 à 74, date de l'arrêté ministériel qui est sorti. Donc il y a eu 3 maires, M. Bataillé, certains ont connu, M. Ferret, et ensuite le docteur Bruce. La commune de Banyuls a été tout à fait favorable à la mise, ça aurait pu s'y opposer, à la mise en protection de cette zone. La prud'homie également. Alors le premier prud'homme, c'était M. Gabivial à l'époque, avec qui évidemment j'avais des relations tout à fait particulières, parce qu'il fallait d'abord leur accord. Sans l'accord des petits métiers, il n'y avait pas de réserve possible. Bon. Donc, à partir de ces justifications, c'est le CIVOM, le syndicat intercommunal à vocation multiple, qui est en quelque sorte l'ancêtre des communautés de communes, je crois,
qui a assuré le minimum, puisque à partir d'un certain moment, bon, l'arrêté est arrivé, et avant que l'arrêté ne paraisse, j'ai été chargé de la mise en route de la réserve, qui avait donc plusieurs volets. Un volet de continuer la justification par suite des prélèvements qu'il pouvait y avoir sur la zone. C'était simplement des problèmes d'enquête, d'où l'attribution d'autorisation d'aller en bateau sur la zone, etc. C'était pas pour ennuyer les gens, c'était simplement pour qu'on ait statistiquement des données relativement précises de la fréquentation et de ce qui pouvait être sorti sans que ça puisse nuire à la dégradation ultérieure. Ensuite, le problème, c'était la réimplantation, et puis un troisième volet qui était naturellement un volet pédagogique pour en sensibiliser grâce à l'autorisation de fréquentation de la zone, soit pour les scolaires, etc. C'était une époque où on ne parlait encore pas trop de biodiversité, mais enfin, l'écologie, il y avait encore quelques tentations écologiques qui arrivaient quand même déjà à se manifester. Voilà donc pour un court résumé. S'il y a des questions particulières sur l'historique initial. Donc moi, mon travail s'est achevé après avec l'arrêté, du 26 février 1974. Et où ce qui est très important, c'est que dans l'élaboration de l'arrêté, des concertations ont eu lieu dans les mairies, dans la mairie de Bagnoul, essentiellement, en présence soit du sous-préfet des affaires maritimes, de l'administrateur des affaires maritimes, et d'autres, ont été inclus dans un comité de gestion tous les usagers du domaine maritime. C'est-à-dire la Fédération française d'études et de sports sous-marins, les petits métiers, les pêcheurs professionnels, les pratiquants en canotte, les pêcheurs à la ligne, etc. Tout, et le laboratoire Arago, bien entendu, puisque il était éminemment intéressé par la zone. Donc ce comité de gestion a eu à éli, à l'époque le préfet, c'était Robert Pouzol, qui était préfet des Pyrénées-Orientales, et au cours d'une réunion, devait être décidé le directeur de la réserve marine, et ce directeur devait être pris parmi les membres de gestion, du comité de gestion, et c'était le professeur Brache, qui était directeur du laboratoire Arago, qui a été nommé directeur de la réserve. Mon rôle s'arrête là. J'ai repris mes activités à Port-Vendre et au laboratoire Arago. Bon, je sais pas, j'ai fait un court résumé. Bon, merci, et moi je prends le micro, j'ai une voix qui porte peut-être un peu loin, donc merci Claude de toute façon.